Bonjour à tous, c'est AT, j'espère que vous allez bien. Moi j'étais pilote de chasse dans l'aéronavale française pendant 13 ans. J'ai participé aux opérations en Irak, au Levant, après le Bataclan et j'y ai principalement effectué des opérations de CAS, Close Air Support. Donc aujourd'hui l'objectif c'est quoi? Vous voyez, hop, Close Air Support, c'est de parler de l'appui-feu. Donc on va étudier différents thèmes, ça va être dans un premier temps l'imaginaire collectif. Quand on dit appui-feu, Close Air Support, CAS, à quoi on pense? On va regarder un petit peu ce qui se fait chez Hollywood. Derrière, on va regarder un petit peu la théorie et je vais m'appuyer sur un simulateur de vol avec DCS World. Et ensuite, derrière, on va regarder les risques du Close Air Support avant de faire une étude de cas avec les Hadith Warthog, les phacochères de l'US Air Force en Afghanistan. C'est parti! Bravo 4, our position marked by red smoke. Enemy position is 285 degrees and 50 meters, 90 degrees. 1 à 10, et là, c'est la fête. Ça tire de tout en même temps. Alors lui, il tire tout en même temps, sans autorisation, et après, il se la raconte à la radio. Pas étonnant que le SEAL soit en état de choc. C'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille d'habitude. Donc, soit on tire canon, soit on tire roquette, soit on tire des bombes, mais on fait pas tout en même temps. Ensuite, il faut être autorisé par les troupes au sol pour pouvoir faire la passe d'attaque et surtout le BDA, Battle Damage Assessment. On ne le fait pas tout seul pendant la ressource parce que c'est tout simplement pas possible. On attend que ce soit les troupes au sol qui nous disent, parce que c'est eux les clients, on est content, on n'est pas content, on a besoin d'une nouvelle frappe. On n'arrive pas avec un excès de confiance comme ça, c'est très Hollywood. Mais néanmoins, l'idée est là. Il y a des soucis au sol, on envoie l'aviation qui a une puissance de feu assez particulière pour résoudre un problème. Exactement comme dans ce film, Les larmes du soleil avec Bruce Willis en Afrique. Là, on a des magnifiques F-18, l'un à côté de l'autre en patrouille, équipés de matériel pas vraiment air-sol. Voilà, ça c'est des missiles air-air, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour être désagréable. Communication entre les pilotes et les troupes au sol, tout va bien. What do you got down there, LT? I got buku bad guys between the tree line and my smoke. Doc, pop smoke now. Ça c'est normalement un résumé de la 9-line qu'on couvrira un peu plus tard. On a nos deux avions qui arrivent. Dialogue entre les troupes au sol et les pilotes pour se créer la situation awareness, la compréhension de l'environnement. Danger close. Roger that. Danger close, très intéressant. Danger close, ça veut dire que les troupes alliées sont très proches, sont tellement proches de l'adversaire que le chef au sol accepte un risque d'incapacitation de ses troupes. Il faut qu'il donne ses initiales. Alors vous voyez, ça peut avoir un impact militaire assez conséquent, une frappe en Close Air Support, et on va regarder cette frappe qui est réelle en se focalisant sur, regardez, les impacts, les ondes de choc. Là on voit au niveau du tas de sable que à plusieurs centaines de mètres ça a un impact, mais également il y a des morceaux qui volent. Regardez les petits morceaux, boum boum. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Dans cette vidéo, on a des Marines qui font exploser des sites, et vous allez voir, boum, ça c'est très dangereux. On va le regarder. Explosion. Et un petit morceau. Donc il faut faire très très attention quand on manœuvre de l'armement. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces notions également de danger close, de distance. Donc là on a nos avions qui se rapprochent. Pour ceux qui ont suivi un peu nos vidéos en basse altitude, l'étagement négatif est interdit, c'est dangereux. Donc là, c'est pas bon monsieur l'équipier. Bon là toutes les vues sont fictives, là on n'a rien de bon. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est on se retrouve avec des forces spéciales, des Navy Seals qui se font courir après par des méchants pendant des jours et des jours. Et en espace de 2 échanges à la radio et d'un passage, on a les pilotes de chasse qui arrivent et qui nettoient complètement, qui ont un impact sur le champ de bataille. C'est très hollywoodien. Donc tous les process qu'on a vus, oui c'est effectivement possible. Et maintenant on va creuser un petit peu la réalité qui est un petit peu moins fun, un petit peu moins hollywoodienne. Donc on va se focaliser sur l'A10 qui est un avion fait pour le Close Air Support. On nous construit, cet avion a été construit autour d'un canon. Pourquoi? Parce que ce canon est extrêmement efficace et il peut également mettre en œuvre des bombes. Mais là, on va surtout se focaliser sur le canon parce que j'aurais dire, c'est plus old school, c'est plus propre et c'est très efficace. Donc,
On commence par les troupes au sol. Les troupes au sol vous autorisent à la frappe. Cleared hot, si vous êtes cleared hot, c'est que vous êtes autorisé à mettre en œuvre de l'armement. Vous annoncez in hot quand vous venez pour tirer ou in dry si vous venez sans l'intention de tirer. Si vous n'êtes pas cleared hot, vous ne tirez pas. L'avion a été autorisé in hot et cleared hot. Il peut tirer. Donc là, c'est une bombe d'entraînement. Et là, on entend tout de suite, on a le FAC, Forward Air Controller, le contrôleur avancé qui gère tout ce qui est en rapport avec les 3 dimensions, qui gère les avions. Donc en fait, on a au sol des troupes, en l'air des avions, et les deux communiquent via de la radio cryptée ou non. Là, je vous ai mis un petit holding pattern pour faire simple, en fait, pour vous expliquer un peu visuellement à quoi ça peut ressembler. Vous avez les cibles, vous avez les forces spéciales qui sont pas très loin, et vous faites une sorte d'hippodrome, hein, comme une piste d'athlée, sauf que d'un côté vous passez, vous tirez, de l'autre côté vous remontez et après vous passez à ce qu'on appelle en vent traversier, en vent arrière. Donc pour revenir en détail dans tout ça, au début vous piquez vers la cible, ensuite vous tirez, vous faites une ressource, vous remontez pour vous mettre au-delà du volume d'armement de l'adversaire, ou vous redescendez en basse altitude là, dans les cas un petit peu old school, mais maintenant on reste à haute altitude, à plus de 3 mètres d'altitude. On fait notre virage, on revient, on redescend, on tire, on remonte, et ainsi de suite. On fait des hippodromes comme ça, et à chaque fois, il faut être autorisé à tirer par le FAC, par les troupes au sol. Les troupes au sol, elles vont nous faire un briefing, sur lequel on va revenir un petit peu, mais la coordination, en gros, nous, on est là que pour nos clients au sol. C'est vraiment les troupes au sol qui sont maîtres de l'élément aérien, ceux qui décident quel type d'armement on peut tirer. C'est toujours nous qui avons le dernier mot en tant que pilote. Forcément, on est un peu les experts avec le recul. On connaît notre armement et on ne se fait pas forcer de la mise en œuvre d'armement. Mais on vient essayer de les aider et ils ont de bonnes cultures. Par exemple, les Américains, là, ce qu'on va voir, ce sont généralement des pilotes qui se font un tour en tant que FAC. Donc vous pouvez avoir soit des pilotes, soit des spécialistes qui viennent d'une formation plus commando. C'est assez variable. Confirm you're going to be coming in from the northeast to the southwest. Affirm for Hog 1. Okay, disregard altitude restriction. Dash 3, good hits. Donc là, dans ce cas-là, on voit mission d'entraînement. On a notre équipe de FAC qui a commandé des frappes et qui est assez loin. Donc là, il n'y a pas de danger close. Quand vous voyez des images réelles, vous allez voir des images, vous allez peut-être voir un avion qui tire et vous n'allez pas entendre le son. Le son se déplace à peu près 300 mètres par seconde. C'est comme pour un orage. Il y avait des orages il y a 2 jours en Provence. Quand vous voyez un orage, vous voyez un éclair. C'est vitesse de la lumière, 15 instantané. Au moment où vous voyez un éclair, vous faites quoi? Vous comptez. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Et là, vous entendez le bruit du tonnerre. Ça veut dire que le tonnerre, que l'éclair a impacté à 6 secondes de vitesse du son de votre position actuelle. Donc 6 fois à peu près 300 mètres, 1 km 8, vous êtes à peu près à 1 km 8 du lieu d'impact de la foudre. Donc ça vous permet de savoir si un orage se rapproche ou s'éloigne. Quand vous voyez des images d'avions de chasse qui font des passes de tir, ou même que vous voyez des images d'une navette spatiale qui décolle, ça vous permet de savoir cette différence entre le son et l'image, à quelle distance votre objectif et votre micro se trouvent de la cible, du lieu de l'action, tout simplement. C'était la minute culture générale. Très bien, maintenant on est dans un A10. J'utilise le simulateur de vol DCS. Vous avez le lien dans la description. J'en profite pour vous dire abonnez-vous. Hein. On est bien parti, on est en train de bien grossir la chaîne, c'est super, mais n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, maintenant plus de 10 000 personnes, on a le droit de faire une boutique en ligne. Donc on a créé des petits produits si vous aimez les goodies. Faut pas hésiter. Donc n'hésitez pas à venir faire également un petit tour sur notre site web. On va y mettre du contenu exclusif. On est en train encore de mettre tout ça bien en place. Mais on revient à notre A10. Je suis dans le cockpit de l'A10, vous aussi par la même occasion. Et là, on va directement faire notre roll-in. On va directement venir chercher la cible qui est juste à côté d'un pont. On va venir faire un piqué vers cette cible. Les angles de piqué sont variables en fonction de l'altitude de laquelle on part, du volume des armes adverses et autres. En moyenne, on va venir chercher entre 10 degrés et 40 degrés de piqué. 40 degrés de piqué, c'est rare. En moyenne, on est entre 20 et 30. Les A10 a mis autour des 20. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous piquez,
moins vos obus vont disperser. On va regarder dans l'autre sens. Si je arrive assez plat, assez flat comme ça, si j'arrive assez plat, mon avion il arrive et je fais vous voyez, je vais pouvoir étaler ma rafale. Si j'arrive vachement plus vertical comme ça, ma rafale va pouvoir être plus concentrée, va pouvoir être plus sur un lieu. Si j'arrive flat, comme ça, si j'arrive assez plat, ça va être beaucoup plus difficile de concentrer ma rafale. Donc plus vous arrivez vertical, en fait, plus vous mitiguez la dispersion de vos obus. En fonction de ce que vous recherchez comme effet militaire, vous pouvez vouloir faire une grande ligne, ou vous pouvez faire quelque chose de très concentré sur un véhicule ou autre. Ça a son intérêt. Il y a des plus, il y a des moins à chaque fois. Après, plus vous piquez fort, moins votre temps d'exposition à l'armement léger adverse est long. Donc il y a une multitude de facteurs à prendre en compte, la météo, les altitudes de départ, votre armement, toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est des choses qu'on vient réfléchir. Aujourd'hui, on va être entre 20 et 30 degrés, ce qui est assez classique. Et on est parti pour une première passe de in-dry. In-dry, pourquoi? Le dry, on ne va pas tirer. On va juste regarder, on va se créer de la SA, la Situation Awareness. On va venir installer notre pattern, installer notre circuit qu'on a vu tout à l'heure avec on cabre, on remonte, on part à droite en virage, on fait une vente arrière, on revient en virage, on redescend en piqué. Donc on fait cet hippodrome proche de la cible. Et donc là on vient setter ça, on vient mettre ça en place. Généralement on est deux avions, plutôt que d'être comme dans les larmes du soleil l'un à côté de l'autre, on est généralement l'un derrière l'autre à environ 30 secondes, ce qui permet de faire ce qu'on appelle du shooter-shooter. Vous venez vous tirer. Dans la foulée, les forces spéciales au sol vous disent corriger, numéro 2 corrige un tout petit peu par rapport à ton leader, et ça permet d'avoir deux passes de tir en espace de moins de 45 secondes qui soient débriefées l'une par rapport à l'autre et qui peuvent être complémentaires. Donc là, on est parti pour du in-dry. On est en train de descendre, on a le canon, la visualisation canon, donc là il y a des multitudes de choses. Là ce qu'on vérifie c'est le cap, l'angle, la vitesse et on va pas tarder à lancer des flares, lancer des leurres. Donc là ça descend, on est en train d'arriver en bas et au moment de la ressource, donc il y a un vrai facteur de charge, on vient tirer sur le manche et on prend pas de risque, on envoie des leurres infrarouges, qui fait que s'il y a un missile, ce qu'on appelle un man-pad, man portable, un petit missile infrarouge qui nous tire dessus, il devrait être séduit, ce sont des leurres qui marchent par séduction, il devrait être séduit par la source de chaleur qui est plus importante que celle de nos réacteurs et le missile devrait se guider vers ces leurres plutôt que vers nos moteurs. Donc ça normalement ça devrait bien marcher. Après les moteurs du A10 ont été fabriqués de manière à être assez loin, à pouvoir être touchés sans pour autant impacter trop la structure. Et ils ont un carénage spécial qui fait que ça réduit leur empreinte infrarouge. C'est vraiment un avion qui a été pensé pour faire de l'appui-feu et pour minimiser les chances de se faire tirer dessus. Donc là, on arrive à la fin de la vente arrière, on part en virage et on va venir chercher. Vous voyez, on arrive en fin de vente arrière, on commence à tourner. Là, visuellement, on vient chercher notre objectif. On a pu rentrer également dans la centrale à inertie. Là, je ne l'ai pas fait pour l'entraînement. Je viens m'aligner les ailes à plat. Là, je viens vérifier mon cap. Je viens vérifier ma pente. Je viens vérifier ma vitesse. Et je viens corriger s'il faut. Généralement, on essaie de se mettre à plus ou moins 5 degrés du cap voulu, plus ou moins 5%. Et là, je fais ma passe de tir. Et en bon pilote d'A10, je redouble ma passe de tir. Donc, j'en fais 2. Premier tir, j'attends un tout petit peu. Deuxième tir. Et là, vous voyez, je fais un dégagé dans le soleil. Le soleil est une source de chaleur supplémentaire. Et ça va également gêner l'accrochage des systèmes infrarouges d'ancienne génération. Donc si possible, on va toujours essayer de faire le dégagé dans le soleil. Maintenant, ça peut être aussi possible de faire dans l'autre sens, comme ça vous arrivez du soleil et personne ne peut vous tirer dessus ou des gens ont du mal à vous voir arriver. Deux styles différents. On continue de monter, on remonte à l'altitude qui va bien pour pouvoir après se représenter pour faire notre in-hot. Et attention, encore une fois, on n'ouvre le feu que si on est autorisé par les troupes au sol. Les troupes au sol, elles nous ont briefé en avance avec un format qu'on appelle la NANline. Vous voyez, il y a 9 points sur lesquels on peut discuter. Et on n'a pas besoin de toutes ces informations-là à chaque fois, mais à chaque fois qu'on va faire une interaction avec des troupes, avec des forces spéciales, ils vont nous donner un briefing. Et ce briefing, ils vont nous dire généralement l'élévation de la cible, ils vont nous donner la description de la cible, ils vont nous dire les coordonnées, ils vont nous dire la manière dont elle est marquée, donc là ça peut être du laser avec un code laser, et ensuite ils vont nous donner la position des alliés par rapport aux ennemis. Ensuite on va nous donner par où il faut partir, l'égresse c'est par où il faut partir, et nous on va readbacker, on va répéter tout ça, on va le collationner. Typiquement dans ce cas-là, ce qui sera important de collationner, c'est la cible est à 1140 pieds d'altitude, c'est 5
tanks qui sont en train d'attaquer vers l'ouest en NP 675920 qui seront marqués par un laser sur le code 3272. Les friendly, ça on n'est pas obligé de le dire, mais sont sud-ouest pour 1000 mètres et l'Igresse par le nord-ouest pour éviter l'artillerie. Donc une fois qu'on a reçu notre briefing, qu'on l'a collationné, les troupes au sol nous disent c'est bon, bon collationnement, et bien on va venir se présenter pour notre in hot. Et donc là on va s'annoncer Warhog, donc là ce serait le collationnement Warhog 42, in hot, et là généralement on va dire from the east ou from the west, on dit par où on arrive. Les troupes au sol regardent, ils nous voient arriver, c'est ce qu'on appelle du contrôle de type 1, ils ont visuel de méchants, visuel de nous, ils nous disent clear dot, et donc là à ce moment-là je fais sauter ma sécurité, je fais ma passe de tir, je ressource, et là j'annonce out, out tiré, ça dépend un petit peu, et là après je peux partir en virage. Des fois on va vouloir partir en virage par la gauche pour éviter les ricochets des obus, ça va dépendre un petit peu de la situation. Temps de paix en entraînement, généralement on fait une ressource initialement par la gauche plutôt que par la droite, ça permet d'éviter un effet sur les obus du Rafale. Donc là ce que je voulais vous montrer avec cette petite vue là, c'est une autre prise d'axe, donc vous voyez on peut faire des petites corrections, on vient bien piloter jusqu'au dernier moment et on peut mettre des coups de palonnier. Vous voyez, si on met des petits coups de palonnier, ça va avoir un impact. Là, boum, vous voyez, j'ai mis un gros coup de palonnier. Ça permet de disperser nos obus. Donc, encore une fois, ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à taper un véhicule en particulier? Est-ce qu'on cherche à taper de l'infanterie? À chaque type d'objectif, il y a un style différent de mise en œuvre du canon. Ce qu'il faut savoir avec les canons, par exemple, ce qu'on a dans l'armée française, on utilise des obus d'exercice léger, OXL, voire des Ospaille. Obus semi-perforants, explosifs, incendiaires. Et là, dans un rayon de quelques mètres autour, c'est pas une situation d'avenir. Voilà pour la théorie. Casse type 1, type 2, type 3. Trois types différents. Ce qu'on recherche généralement, c'est du type 1. La troupe au sol, le FAC voit l'objectif et voit votre avion. Comme ça, il peut assesser que vous avez le nez qui pointe dans la bonne direction. On avait le type 2 où il peut avoir des moyens différents pour avoir visuel de l'un ou l'autre, et le type 3 où il n'a aucun visuel ni de l'un ni de l'autre, qui forcément est plus accidentogène. Donc, de manière générale, on vient privilégier le type 1 pour éviter le blue on blue, le friendly fire, comme on vient de le voir, le bleu sur bleu. Là, on est dans Jared, première guerre du Golfe, c'est arrivé, il y a déjà eu du friendly fire, c'est vraiment quelque chose qu'on va éviter. Et là, on voit un angle d'attaque très bas, très plat, comme on dit. Are they supposed to come back? Get in formation! Incoming! Et vous voyez, ils font un angle d'attaque très plat et du coup, bah, ça étale les obus. Ça, c'est vraiment... On a nos obus qui sont bien étalés. Donc ça, c'est gravissime. Hein. Je vous laisse regarder, faire vos recherches sur Internet. Il y a une multitude de cas comme ça qui sont détaillés où les pilotes pensent que ce sont des adversaires, viennent engager des troupes au sol, alors qu'en fait, ces troupes au sol sont alliées. Ok, on a parlé de l'imaginaire collectif, on a parlé de la théorie, on vient de voir que les risques sont réels. Là, ce que je veux partager avec vous, c'est une image, encore une fois, une petite vidéo qui nous arrive d'Afghanistan, où les pilotes devaient tirer sur une colline et ils se sont trompés de colline. Filmé du sol, ça ressemble à ça. Vous êtes dans une FOB, une Forward Operating Base, là, et ils commandent des frappes, on voit ça fume encore, de l'autre côté. La bombe arrive, elle n'est pas tombée très loin, ils ont été protégés par un relief très escarpé. La bombe est tombée à quelques dizaines de mètres de l'autre côté, sur les toilettes, si je dis pas de bêtises, et ça leur a détruit un petit bâtiment. Il n'y a pas eu de mort sur ce cas-là, mais ça vous donne une idée, ça arrive vite et ça fait ce bruit-là quand ça arrive. Donc les risques, c'est le friendly fire. Comment est-ce qu'on mitigue le friendly fire? Par la discipline, par la procédure et par le fait d'appliquer toujours les mêmes procédures. On fait toujours les readbacks qui vont bien, on vient revérifier. Nous, dans l'avion, on fait toujours les mêmes actions. Quand on me donne des coordonnées, je les note sur un papier, même dans un Rafale, je note sur un papier. Après, derrière, je les rentre dans mon informatique. Après, je viens readbacker ce que j'ai lu sur le papier et ou plus tard l'informatique également. On est constamment en train de s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur possible et qu'on ait une bonne compréhension d'où se trouvent les amis et d'où se trouvent les ennemis. On va observer un petit peu maintenant du CAS en Afghanistan. We're east of the riverbed. And we're taking fire from the west.
while we're popping smoke. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des forces qui sont alliées, qui sont au sol et qui se font tirer dessus. Ils sont dans un riverbed, hein, ils sont dans un lit asséché et ils sont en train de subir des tirs. Donc là, ils expliquent un petit peu leur situation au A10 et ils leur disent « Stand by, we're popping smoke ». On sort des fumigènes pour vous aider à prendre le visuel de la position des alliés. Et à partir de ce fumigène, on aura une référence commune pour partir sur une description d'où se trouvent les adversaires. Donc là, on a notre pilote de A10 qui tourne. It's gonna be a red smoke. It's gonna be a red smoke. Donc là maintenant, les troupes au sol, le FAC dit au leader, regardez pour de la red smoke, ça va être de la red smoke. Et on alterne entre les vues du head-up display, les vues de ce qu'on voit devant comme tout à l'heure dans la simulation, et les vues du pod de désignation laser, à peu près le même genre de pod que ce qu'on a étudié avec les F-18 sur la vidéo des ovnis. Et donc là vous voyez le type de vision qu'on peut avoir quand on regarde au sol. Okay, got the red smoke. Gun runs north and south, west of the smoke, west of the smoke. Là on a la commande du client, il veut un gun run north to south, west of the smoke, et il précise bien west of the smoke. Il voit bien où est la cible, où est la fumée, et donc west of the smoke, à l'ouest de la smoke, il veut un gun run orienté north to south, donc du nord vers le sud. Une fois que les troupes au sol ont donné ça, ils s'attendent à un collationnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Et dans son collationnement, le pilote va souvent essayer de rajouter quelques informations ou donner quelques petites brides d'indications, des informations supplémentaires dont il a besoin. Okay, copy. West of the smoke. I'm looking at danger close now. Donc là, on a vu que le pilote, dans son collationnement, lui précise « I'm looking at danger close now », ce qui veut dire « ce que je regarde à travers de mon pod, là, ce que je suis en train de voir, c'est du danger close ». Danger close, on a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que, les gars, vous êtes très proche de l'adversaire, vous allez m'obliger à ouvrir le feu dans une sphère qui peut être incapacitante pour vous. Pour avoir le droit de le faire, il me faut que tu me donnes tes initiales, que tu prennes la responsabilité en tant que chef des troupes au sol de m'autoriser à mettre en œuvre mon armement aussi proche de toi et de tes troupes. Je n'ai pas le droit de le faire de ma propre initiative, c'est comme ça dans l'OTAN, c'est nos règlements. On va poursuivre dans une étape numéro 2 qui sortira demain. Demain, on va poursuivre le descriptif de cette vidéo. Donc là, on voulait garder ça assez court. J'espère que ça vous a bien donné l'eau à la bouche. Passez la nuit dessus. Demain, revenez à 13h30 samedi. Je poste la part numéro 2 qui sera à suivre. On va poursuivre l'étude de cette mission. D'ici là, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site combatproven.org. On a le nouveau cours pour la préparation des entretiens, que ce soit les entretiens civils ou militaires. Ça devrait vous plaire. On a un cours toujours sur l'aéronaval. On fait toujours du coaching. On a le bouquin. Merci d'ailleurs pour le livre. Le livre est devenu best-selling en hard copy, donc en livre papier et en e-book également sur Amazon.fr dans la catégorie leadership. Alors merci beaucoup, merci à vous et à demain 13h30. Je sais, c'est frustrant, c'est comme ça.